bon, mon père me dit, écoute, toi, je te mets dans une école, ça coûte cher, tu t'es pas gardé, va te chercher ailleurs. Au Togo, quand on crée des solutions, on pense trop petit. On pense régler des solutions d'abord pour le Togo. Mais en fait, il faut régler la question à l'échelle de, par exemple, de l'UEMOA. Tant qu'on va continuer, nous, tech entrepreneurs, être de notre côté et à pas se mettre ensemble pour avancer, on va toujours avoir ce problème. Il faut se syndiquer, il faut travailler en consortium. Il faut à des moments accepter que je ne vais pas posséder 100% du petit gâteau, mais que je vais posséder 10% d'un gros gâteau. La facture de la peur est plus importante que la facture de l'échec. J'ai pas peur d'échouer. Et en Afrique francophone, on nous apprend que l'échec n'est pas possible. En fait, alors que il faut échouer pour pouvoir avancer. Forcément. J'ai repris la 6e, j'ai repris la terminale. J'ai pas réussi mon année prépa. J'ai pas mon master dessus. Pourtant, tu avances, tu as créé des boîtes qui marchent, tu fais du cash. D'ailleurs, si tu veux lever des fonds aujourd'hui, très peu de venture capitalistes, très peu de business angels te donneront de l'argent si tu n'as jamais échoué. Bien sûr. Et le premier responsable de vos échecs, de votre vie, c'est vous-même. Ce n'est pas X qui a le mauvais œil sur vous. Ce n'est pas X qui est parti faire du gris-gris sur vous, du vaudou sur vous. C'est vraiment le premier responsable, c'est vous. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers et le Big Boss. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est d'actualité. On va plonger au cœur du digital. Le digital, vous le savez, est désormais incontournable dans nos vies et certaines personnes, certains acteurs le sont également sur la scène tech de leur pays. C'est le cas de Edem Fiadjo que nous recevons aujourd'hui, qui fait bouger les lignes du côté du Togo. Après avoir étudié à Lomé, il s'est rendu à Bordeaux où il a suivi un cursus universitaire à l'ESTEI. Il aurait pu rester en France où évidemment l'écosystème était à l'époque très développé, beaucoup plus développé en tout cas que dans nos environnements. Mais il a décidé de rentrer au Togo pour innover, accompagner les entreprises, mais également conseiller les organisations. Nous allons le recevoir, nous allons échanger avec lui pour comprendre quelles sont ses aspirations, quelles étaient déjà ses motivations lorsqu'il est rentré. Il va partager avec nous également son avis sur l'évolution de la scène tech au Togo et en Afrique en général. Et je suis certain que vous allez, comme à chaque fois, avoir de belles petites pépites qui vont vous aider à rêver, oser et créer la vie que vous méritez. Attachez vos ceintures, on est parti pour un voyage qui va vous inspirer. 3, 2, 1, c'est parti. Edem, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Je vais bien, toi, Régis? Ça va, merci. Super. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Plaisir pour moi. Nous allons pouvoir faire une incursion dans le monde de la tech au Togo grâce à toi, même si on va pas parler que de l'écosystème macro, on va parler également de tes initiatives, de ton parcours, de ta vision. On va essayer de scruter tout ce qui te motive parce que tu es sur tous les fronts et j'aimerais bien comprendre ce qui est ton carburant et qu'est-ce que tu as comme objectif. Et je pense que beaucoup de personnes voudraient bien connaître le Edem qui se cache derrière celui qu'on voit peut-être publiquement pour comprendre davantage quels sont tes ressorts. Alors, on va rentrer en cuisine et pour commencer, j'aimerais bien savoir quel a été ton premier contact avec Internet. Moi, personnellement, je me souviens que c'était dans les années, fin d'année 90, je crois que c'était 99 ou entre 98 et 2000 qu'on a eu un ordinateur à la maison. Il y en avait très peu dans le quartier. C'était Internet avec un débit que je peux même pas, je ne peux même pas décrire ici. Toi, comment ça s'est passé? C'était quand ton premier contact et quel souvenir tu en as? Alors, on va subdiviser. Hein. Ok. Premier contact avec l'ordinateur. Premier contact avec Internet. Super. Le premier contact avec l'ordinateur, aussi loin que je me souviens, je dirais 96. 96. Okay. À mes 9 ans, avant mes 10 ans. Mon père est informaticien.
Ok. Donc avoir des ordis, c'était monnaie courante. Ils travaillaient à la maison de temps en temps, donc on avait la tour avec l'écran tube cathodique, le clavier, la souris filaire qu'on avait. Et du coup, les premiers vrais contacts avec l'ordinateur, c'était avec les CD Nathan pendant les vacances. Et donc c'était vraiment à ce moment-là qu'on a commencé à la maison à utiliser un ordinateur, ma sœur et moi. Mon petit frère est venu bien après. Mais voilà, ces premiers contacts, je pense, ont fixé la base de, entre guillemets, mon amour pour la tech. Parce que très jeune, un ordinateur, pouvoir faire des expériences scientifiques à partir d'un CD-ROM, pouvoir faire des maths, réviser ses cours. Donc très tôt, j'étais en contact avec l'ordinateur. Alors, contact avec Internet, effectivement, c'est à la fin des années 99, 2000. Il faut savoir que mon père étant docteur en informatique, était en centre informatique de calcul, à l'époque il était directeur. Quand j'allais chez le bureau, on avait accès à Internet. Donc très tôt, j'ai appris à rechercher sur Alta Vista, sur des encyclopédies qui n'existent même plus, qui ont été remplacées par Google. Et je me rappelle ma première boîte email, c'était au Collège Protestant, quand j'étais en 6e. On avait un gros cyber dans le Collège Protestant. Et ma première boîte, c'était une boîte caramel. Donc 99, réellement, ma première boîte email quand je commençais à... Vous connaissez pas ça, vous, hein. Ne cherchez pas sur Google, vous n'allez pas trouver. Enfin, quand je dis vous, pardon, je m'adresse aux très jeunes, parce qu'il y en a de notre génération et des plus âgés. Mais tous les millennials et compagnie, ne cherchez même pas sur Google, ça n'existe plus. C'était dans la trempe des Yahoo, mais Yahoo a survécu. Yahoo a survécu, ouais. Les caramels, non. Je crois qu'ils ont été achetés par Google, quelque chose comme ça. Ok. Je sais Vous plus avez été absorbé, quoi. Exactement. Donc du coup, ouais, j'ai été en contact avec l'outil informatique très tôt. Je me rappelle même des fois, quand j'étais au collège, je branchais l'ordi, je lançais la connexion sur le modem avec le modem téléphonique. Je bloquais la ligne, mes parents essaient d'appeler, ça passait pas. Donc vraiment, j'ai baigné dans l'internet et dans les ordis depuis tout petit. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, pour moi, ce sont des automatismes que d'autres n'ont pas forcément. Je sais que je suis privilégié, bien sûr, par rapport à ça, et j'en suis pleinement conscient. Et une de mes missions, c'est de pouvoir transmettre cette passion et de pouvoir initier des personnes au digital, on va l'appeler comme ça aujourd'hui, à tout moment où l'occasion m'en est donnée. Ok, super. Bah donc, la passion, elle est née très tôt. C'était presque une évidence, je crois comprendre. Du coup, quand tu finis tes études et que tu as ton bac, pour toi, c'est clair que tu dois t'orienter vers tout ce qui est informatique, digital, ou pas forcément? Alors, dans mes recherches, je voulais d'abord être architecte. D'accord. Et pour moi, l'architecture, c'était pas forcément les maths. Moi, j'ai fait Arc-en-Ciel. On faisait les maths avec les calculatrices. L'idée, c'était que Arc-en-Ciel, c'est une école à Lomé, c'est ça? Oui, c'est une école privée à Lomé. Ok. Les maths, c'était fait avec une calculatrice pour que tu comprennes, pas pour que tu puisses butcher les formules ou que tu fasses ces calculs à la main. Je passe le concours et un mot. Et le mot, oui. Bah en fait les maths tu dois les faire à la main, les graphes tu dois les faire à la main, tu dois tout t'imaginer à la main. C'est un changement de réalité quand tu sors d'une école où tu as je veux pas dire des facilités, mais où tu as un style différent, bien sûr, d'enseignement. La pédagogie n'était pas la même. Pas la même. Donc en fait du coup bah forcément c'était un peu le choc. Donc en fait je cherche des logiciels. Je suis conscient que l'architecture, c'est une option, mais très vite, le graphisme aussi est une option. Parce que en cherchant les logiciels, donc du coup, mon père, un jour, il vient me voir, « Ah, je vais t'offrir un portable. » Moi, dans ma tête, le gars, il va m'offrir un téléphone. Et je lui dis, « Ah bon, un téléphone ?» Il dit, « Non, non, un ordi portable. » Ok, donc ça, je devais être en 3e seconde. Ok. Et c'était les vieux HP, hyper gros, hyper... certes, il était petit quand même, mais il était hyper épais. Et dessus, j'avais cherché des logiciels. À l'époque, je craquais déjà des logiciels. Ouais, il y avait des sites pour ça. On va pas les citer. Chose qu'on ne fait plus aujourd'hui pour éviter les virus. Mais
j'avais téléchargé Archicad. Ok. Ensuite, en cherchant, j'avais trouvé Photoshop, que j'ai trouvé super intéressant. Donc, j'avais commencé à faire mes premiers graphismes déjà en seconde. Donc, ça fait début, je veux dire, 2005. Ouais. 2004-2005. Ok. Et du coup, bah, en fait, j'ai trouvé une passion pour le graphisme. Et à la sortie du bac, je passe le concours IAMO, bon, ça donne rien. Mon père connaît quelqu'un qui tient une agence de com. Ok. Donc, je vais faire un stage de 3 mois là-bas, dès la sortie du bac. Et je sais toujours pas ce que je vais faire. Et t'as pas vraiment aimé le stage? non, c'est pas ça. Au contraire, j'ai beaucoup adoré. J'ai eu des gars qui m'ont mentoré, des gars avec qui je suis toujours en contact d'ailleurs. Et il y en a un qui me dit, ah, mais toi, tu veux faire quoi, au fait? Je dis, bah, j'ai bien envie de faire du graphisme, ça a l'air très intéressant. Tiens, voici une liste d'écoles. Donc, il me donne des écoles en France, au Canada, etc. Et donc, du coup, j'appelle mon père, je dis, bon, finalement, j'ai trouvé, voici ce que je veux faire. Du coup, dans ce laps de temps, mon père prend son téléphone, il regarde ECV Bordeaux, ECV, donc c'est Paris, Aix-en-Provence, Nantes, et puis je sais plus, et puis Bordeaux. Et il prend Bordeaux. Ok. Il appelle, il dit oui, voilà, mon fils, il veut, bon, pour pouvoir faire ça, donnez votre email, on vous envoie ce qu'il faut. Bien sûr. Donc, l'un des premiers trucs, il fallait dessiner quelque chose et envoyer. Parce que c'est une école, dans un premier temps, de communication visuelle, mais très axée dessin. Ceux qui sortent de cette école vont à Gobelin, vont faire des animations, de films, etc. Donc, je rentrais dans une prépa art visuel. C'est pas technologique en tant que tel. Non. Il faut vraiment avoir l'aptitude déjà manuelle, quoi. On va dire ça. Donc du coup, moi qui ai un parcours où je commençais déjà à manipuler Photoshop, j'arrive dans une prépa où il y avait un cours sur ordinateur. Ok. Et tout le reste, il fallait dessiner. Je me rappelle mon premier cours, j'arrive, je crois, une semaine en retard. Et premier cours, c'est le lundi après-midi, j'arrive, cours de nu. Bam, une femme qui se met à poil devant toi, tu dois dessiner. Dans quoi je suis tombé, en fait. Surtout que culturellement, il y a un choc. C'est pas des choses auxquelles on est habitué dans nos environnements. Mais bon, ça, c'était une très bonne expérience, même si l'école m'a pas gardé. Parce que je pense que beaucoup d'entre eux faisaient du dessin depuis très, très, très longtemps. Ce qui fait que, le niveau, il était énorme. Moi, je connais des gars aujourd'hui qui bossent dans des grosses prods, et qui font de l'animation pour des films dans le cinéma et tout. C'est une expérience enrichissante, on va dire. Suite à ça, mon père me dit, écoute, toi, je te mets dans une école, ça coûte cher, tu t'es pas gardé, va te chercher ailleurs. Donc je m'inscris en fac de géographie aménagement. C'est quelque chose que j'avais fait en fait. Mais rien à voir avec rien à voir. tout ce qui est dessin, graphisme. Ok. Oui, bon, rien à voir. Pendant 2 ans, je fais ça. Ok. Puis je rentrais au Togo en vacances et je jouais au basket aussi en France. Okay. Un de mes coéquipiers était directeur adjoint d'une école de l'ESTI Bordeaux du coup. Et je vais dans son école, je dis écoute, j'ai fait une prépa, j'ai un tel niveau. Il me dit écoute, si tu passes les tests et que les profs disent que c'est bon, t'as le niveau, tu vas direct passer en 2e année plutôt que de passer par la case première année parce que tu as déjà une prépa. Donc je ramène le dossier à Lomé, je vois mon père, il dit ok, si tu passes le concours et que c'est bon, on y va. Tente le coup. Voilà. Donc je rentre à Bordeaux, je fais le test concluant, donc je recommence directement en 2e année. Super. Et donc du coup c'était une licence pour donner une licence infographie et multimédia. Ok. Donc là encore un peu de dessin mais beaucoup moins, beaucoup d'Illustrator, beaucoup de Photoshop, un deuxième premier contact avec le web. Ok. J'y reviendrai là-dessus plus tard. Et donc, en 3e année, il fallait choisir soit orientation web ou 3D. 3D, c'est pour quelqu'un qui ne fait que ça. Moi, à côté, je joue au basket. Parce que ça demande énormément d'investissement, d'implication. Voilà. Je joue au basket, j'arbitre des matchs, il y a des compétitions. Parfois, je travaille à côté, je travaille dans la livraison. Donc, 3D, bien que j'aime bien, c'est pas ma voie. C'était pas commode surtout pour toi, étant donné que tu avais d'autres activités autour. Oui, bon après j'ai tenté, c'est pas que j'ai pas tenté, c'est juste que
je n'avais pas l'appel. Le même feeling, ouais. Voilà. Donc, je prends option web. Pour la petite histoire, quand je commençais peut-être en seconde ou en troisième, mon père qui me dit, viens apprendre à faire des sites internet au CIC. Je dis non, ça m'intéresse pas de faire des sites internet. Aujourd'hui, une partie de mon activité, c'est de faire des sites internet. Donc, en fait... il avait vu. Oh, peut-être. Entre guillemets. Donc, du coup, ouais, enfin... après ça, donc, du coup, un Master 1 en web. Je cherchais une alternance et finalement, je optais pour... Une société voulait me recruter. J'ai opté pour cette voie-là. Okay. Même si j'ai pas fini mon Master 2, j'ai opté pour cette voie qui est celle de directement aller mettre les mains dans le cambouis et travailler. Voilà. Très bien. On va dire que c'est ton parcours jusqu'avant mon retour presque au Togo, puisque après juste avant cette société là qui m'a recruté, j'ai fait 6 mois de stage à Orange Business Service, designer les interfaces d'un SharePoint, et après j'ai travaillé dans une société qui s'appelle la compagnie Hyperactive, où j'ai essentiellement fait de l'intégration web. Ils ont voulu faire de moi un développeur, chose que je ne suis absolument pas. Je sais développer, je connais la logique, Mais c'est pas ce qui te fait kiffer, comme on dit. Non. Bah, c'est important que tu soulignes ça parce que parfois on peut bien faire des choses, mais quand on ne sent pas que ça peut nous épanouir ou qu'il y a une affinité particulière, il faut savoir s'abstenir. Et c'est un peu ce que je comprends. C'est-à-dire, tu as préféré ne pas te dire je saisis l'opportunité parce qu'on me propose quelque chose et je vais développer après une compétence qui n'est pas forcément celle que j'ai envie d'exploiter sur la durée, et t'as pris un autre risque. Et c'est pas toujours évident, il y a des gens qui préfèrent suivre le fil, aller comme ça au fil de l'eau. Et donc toi, tu suis ta voie, tu t'écoutes, tu rentres au Togo. Pourquoi est-ce que tu rentres au Togo? Est-ce que c'était quelque chose qui était prévu avec ton père ou personnellement, ou est-ce que c'était un concours de circonstances, prémédité ou pas? On va dire les deux. Je rebondis du coup, puisque c'est la suite. La société veut faire de moi un développeur, chose que je ne suis pas. C'est pas que je sais développer. Ça, à l'époque, en tout cas, ça me donnait des urticaires. J'y arrivais pas. C'était pas, mon cerveau n'était pas branché comme ça. Mon cerveau était encore trop créatif pour du développement et de la logique. Ce qui n'est peut-être pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, je sais que si je m'assois et que je dis, OK, je veux développer, je sais que j'en ai la capacité parce que mon parcours a fait que j'ai développé certains automatismes. Donc, je fais 3 mois chez eux. Vu qu'ils veulent faire de moi un développeur, finalement, je suis pas gardé dans la boîte. Donc, je décide de venir en février 2014 à Lomé. Juste 1 semaine et demie, voir les parents, regarder un peu les opportunités, parce que je commençais à discuter avec mon père de certains trucs qui n'ont rien à voir avec l'informatique. Et en fait, 1 an avant, j'avais envoyé mon CV au ministère de l'économie numérique pour un stage. Avant Orange Business Service. Et le projet n'avait pas démarré. Et j'atterris un dimanche. Le lundi, on demande d'après moi. On dit, ah bah, il a atterri hier. Je fais un premier entretien, un deuxième. Il y a quelqu'un à l'aéroport qui m'a remis un livre à donner à quelqu'un. Lors de mon deuxième entretien, on me dit, connaissez mon assistant? Je dis non. Le monsieur, il vient, il me dit, on vous a remis un livre pour moi à l'aéroport. Le truc complètement random. Le vendredi, j'ai un 3e entretien. Le dimanche à 15h, on m'appelle, on me dit, c'est bon, vous commencez demain. En tant que consultant. Mais donc c'est tombé comme ça. Oui, mais en fait, en anglais, je dirais it was meant to happen. Ça devait arriver. De toute façon, il n'y a pas de hasard, hein, je dis comme ça, mais bon. Pour rentrer, j'ai appelé mon oncle, je dis tiens, passe-moi de l'argent, je vais prendre un billet pour rentrer à Lomé. J'aurais pas fait ça, en fait. Les choses ne se seraient pas enchaînées comme ça. Donc, dès le lundi matin, je me retrouvais dans une réunion qui allait parler de l'écosystème digital togolais. Mais c'est génial. Enfin, ça a dû être un peu déroutant à l'époque, mais c'est génial. Je pense que j'en étais pas forcément conscient de comment les choses se sont enchaînées. Mais avec le recul, effectivement, c'est pas déroutant, mais je comprends l'alchimiste que j'ai lu quand j'étais gamin, quoi. Ah, bah écoute, c'est un livre qui a marqué beaucoup de gens, et je le dis parce que lors d'un échange avec une autre personne, c'était juste hier d'ailleurs, non, avant-hier, si je me trompe pas, l'alchimiste a été cité, encore une fois, et
Je crois que sur notre génération, en tout cas, c'est un livre qui a eu un impact phénoménal parce que beaucoup d'entre nous l'ont lu, ont tiré des leçons ou peut-être après coup comprennent certaines choses. Parce qu'il y a plein de choses qu'on comprend pas forcément tout de suite, surtout quand on est encore un peu plus jeune là. Et après on se dit tiens, ça me parle ça. Je l'ai lu à 14 ans. À 14 ans la première fois. Donc en fait, il y a plein de choses en fait qui, je vais dire, sont inscrites dans mon subconscient, conscient, que j'applique sans forcément m'en rendre compte. Mais c'est après en méditant un peu sur les choses qui se sont passées que je me rends compte que finalement c'est parce que j'ai lu certaines choses, parce que enfin je suis pas quelqu'un qui va énormément lire, mais il y a des bouquins qui m'ont marqué. Ouais, qui te marquent, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Super, ben écoute, tu commences une carrière, je vais appeler ça comme ça, hein, de façon inopinée, tu rentres dans ce moule-là, et puis quelques temps après, tu crées ta première boîte. Alors, qu'est-ce qui se passe entre le moment où tu commences, t'es consultant, t'aurais pu te dire, bon, je vais déjà profiter de ça à un moment, souffler un peu après les études et tout. Et le moment où tu te dis, ah non, il faut que je crée quelque chose, parce qu'il s'est passé quelques mois. Je crois bien que c'est en 2015 que tu as créé Maono, ta première boîte, si je me trompe pas. Alors, quand je recontextualise, déjà en France, je faisais quelques petits designs, dès qu'on m'en demandait. En freelance, quoi. En freelance, mais c'était pas beaucoup. Même le freelance à l'époque, j'avais créé un statut d'auto-entrepreneur à l'époque. Et je rentre, donc je suis au Togo. Il y a des personnes dans la mission qui me disent, ah, c'est intéressant ce que tu fais. J'ai fait quelque chose en freelance pour toi. Une dame qui cherche à redesigner quelque chose. Donc, il me présente à cette dame en 2014. La dame, je l'ai jamais vue. On s'est eu au téléphone. Je fais le design. Je prends quelqu'un de l'ancienne boîte où j'étais pour faire le développement. On délivre. La dame, finalement, je crois que ça devait être entre septembre et octobre, quelque chose comme ça. Donc, en 2014, j'ai fait 4 allers-retours puisque je jouais toujours au basket en France. Donc, j'avais toujours l'arbitrage. J'avais pas mal d'activités en France. Donc, comme la mission n'était pas permanente, j'avais demandé la permission, en fait, pour retourner. T'étais pas au boulot du matin au soir tous les jours, quoi. Non. Donc, du coup, janvier 2015, je décide de revenir, en fait. Je prends un billet aller. Je dis, je sais pas quand est-ce que je reviens, mais je prends un billet aller. Et cette dame cliente qui m'appelle, qui me dit, j'aimerais que tu reprennes telle chose dans les choses que dans mon activité. Donc, designer des newsletters, redesigner le site, etc. Je dis, en ce moment-là, je suis en train de déménager sur le Togo. Je sais pas quand est-ce que je vais revenir. Elle me dit, il y a Internet au Togo? Donc, je dis oui. Bon, il n'y a pas de problème. Je rappelle que j'avais toujours pas vu la première fois. Donc, quand je rentre, cette activité-là, je suis obligé de recruter quelqu'un pour développer. Parce que je rappelle, je suis pas développeur. Et donc, je recrute une première personne et je me dis, ce serait intéressant que je crée une structure. Et mon père aussi qui disait, ouais, vas-y, crée quelque chose. Tu as senti le filon un peu? Oui, bon. Avec cette dame, tu t'es dit, ça veut dire qu'il y a d'autres personnes qui peuvent avoir le même besoin? Non, toujours, parce que j'avais déjà eu à faire des designs pour des gens. L'idée, c'était de le concentrer dans une boîte. Pour l'instant. Et ça s'appelait Jet Solutions à l'époque. Ça s'appelait pas Maono. Je démarre avec cette cliente, puis il y a une opportunité de faire un site pour un concours. Je le fais. Et très peu de temps après, je rappelle, mon père est informaticien, docteur en informatique. Il a formé beaucoup de personnes en informatique. Et quand il y a des sujets, souvent on l'appelle. Et donc on l'appelle, on lui dit, Monsieur Fiadjon, on voudrait faire une application qui va permettre de tracer les envois postaux. Et là, mon père, il dit, c'est pas moi qui vais vous faire ça. Il y a mon fils qui est, je pense, plus apte à vous faire ça. Parce qu'il a travaillé dans la livraison. Donc, ça fait encore un rappel j'ai travaillé pour un Togolais qui faisait la sous-traitance pour la Poste GLS. Donc, je livrais les colis Amazon, tout ça là. Je connais assez à peu près tous les process. Et donc, en fait, on en arrive avec mon équipe, du coup, donc, du coup, je pense que mon équipe, on devait être 3 ou 4 à l'époque, que des développeurs. Et moi, designer, on arrive en fait à développer une plateforme web, une plateforme mobile. On fait acheter des téléphones Caterpillar avec scanner. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on développe toute
toute une chaîne qui permet à la poste d'inscrire des courriers dans la base, générer un QR code, poser le QR code sur le courrier. Que le client puisse suivre après. Non, pas forcément le client. Pour que lorsque le chauffeur vient prendre les envois, qu'il puisse identifier lesquels sont les siens, les classer en fonction de la tournée qu'il va, trajectoire qu'il va avoir, et qu'il puisse avoir le listing dans le téléphone pour pouvoir non seulement identifier sa prochaine livraison, mais aussi pour scanner la pièce d'identité de la personne qui reçoit, signer sur le téléphone et avoir toute la partie traçabilité des livraisons digitalisées. Donc mettre à jour tout ça, quoi. D'accord, voilà. Ok, très bien. C'est la première, on va dire, c'est la première grosse expérience digitalisation que j'ai eu à faire sur Togo, qui venait en fait de mon expérience. Ça, c'est un gros projet, mais c'était le début, je vais dire, enfin début, je sais pas, mais 2015-2016. Ouais, on est un peu au début de la digitalisation des services publics. Oui. N'est-ce pas? Et même ça n'avait pas encore commencé. Ça, c'était vraiment la poste qui était à l'initiative de ça. D'accord. Et donc, on leur a livré en marque blanche et je crois qu'ils continuent à l'utiliser. Ça s'appelle Post Tracker, je crois. Ok, super. Ils continuent à l'utiliser. Donc, c'est vraiment, ce Jet Solution a commencé comme ça. Après, on a eu quelques sites à faire à l'époque, au Hôtel de Février, quand Radisson était parti. On a eu à faire le site internet. On a eu pas mal de petits projets comme ça. Donc, entre des partenaires, des partenaires connus ici ou des gens qui étaient en France avec qui j'étais. On avait fait un premier site pour la JNDA, Journée nationale des diasporas africaines. On avait collaboré avec eux. Donc il y avait quelques petits trucs comme ça, en plus de ma cliente. En plus de ta cliente. En France. Pour qui on continuait de faire les newsletters et parfois je devais me lever à 5 heures du matin parce qu'il était 7 heures là-bas, envoyer les news, préparer les différents éléments. Donc, c'était pas mal comme expérience. C'est intéressant parce que moi, ma question suivante, c'était surtout la capacité à convaincre les gens à l'époque. Je vais quand même la poser. Je dis quand même parce que de ce que tu viens de dire, tu as eu l'opportunité d'avoir un marché qui est tombé assez rapidement, qui était un marché important, hein, vu l'envergure. Tu as dû couvrir tout le pays, c'est un besoin public. Mais sur les particuliers locaux, à part les grosses entreprises, comme le 2 février, ce que tu as cité, est-ce que c'était pas complexe de convaincre les entreprises, les entrepreneurs, de digitaliser leurs services, ou en tout cas de créer un site web, etc. Parce que moi, ma première boîte, c'était une boîte dans la communication que j'ai créée en 2012, mais je faisais du community management. Et à l'époque, il n'y avait pas grand monde qui faisait ça, quoi. Du coup, j'ai ce souvenir-là. C'était pas évident de faire payer des gens en leur disant, tiens, on va gérer votre page sur Facebook. C'était essentiellement Facebook à l'époque, hein. Et on a pu le faire, mais avec beaucoup de travail. C'était laborieux. Est-ce que toi, tu as vécu la même chose où les gens étaient plutôt réceptifs? Et prêts à payer surtout? Parce que c'est ça. Je pense que l'un des premiers éléments, c'est que tout le monde voulait, c'est à l'époque, tout le monde avait envie de faire un site internet. Faut comprendre mon positionnement. On a de très bons développeurs au Togo. En tout cas, à l'époque, on avait de très bons développeurs au Togo. C'est plus le cas? Si, c'est toujours le cas. En fait, je contextualise parce que, à contrario, on avait peu de personnes qui étaient pas capables de designer des interfaces. D'accord. Chose que moi, je savais faire. Et donc, le positionnement de Jet Solution repose, et d'ailleurs même continue de reposer maintenant, sur la capacité à pouvoir apporter une touche design. D'accord. High-end à tout ce qui est fait. Pas que le technique, quoi. Non. Ouais, ok. Faut que technique, la carrosserie aussi soit belle. Le technique, les gens savent faire. Il faut savoir que les Togolais sont très bons en développement. Aujourd'hui, il y a une compétence qui est recherchée dans le monde, c'est développeur Java. Il y a quasiment que le Togo qui en fournit, quasiment. Ah ouais? Oui, parce que en fait, on a continué de former des développeurs Java purs. C'est génial, ça. Ce qui, aujourd'hui, les core banking systems, etc. Enfin, en tout cas, les vieux core banking systems étaient développés en Java. Il fallait les maintenir. Donc, alors, 2025, je sais pas si c'est toujours le cas, mais en tout cas, il y a 3-4 ans, c'était ça. Donc, ma touche, c'était de venir apporter du design aux interfaces. Super. C'était ça mon rôle dans le poste de consultant que j'ai eu en 2014. C'était
mon point de vue design. Il y avait quelqu'un qui s'occupait du point de vue architecture, serveur. Tout ça, ouais. Il y a quelqu'un qui s'occupait de la partie contenu, mais moi, je m'occupais de la partie design. Donc, au début, c'était vraiment du conseil, mais après, on a récupéré et on a redesigné toutes les interfaces, des sites administratifs qui ont suivi. Donc, très peu de temps après ça, il y a eu un gros élan où les développeurs ont commencé à prendre conscience qu'il fallait s'aligner, en fait. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un les appelait, ce que j'ai entendu dire, c'est on veut le même design. Oui, bah bien sûr. C'était devenu un peu les talons. La plupart des donneurs d'ordre, ceux qui demandaient des sites internet, c'était des administrations, des institutions de la République. Et en fait, parce qu'on avait mis un certain standard, tout le reste voulait suivre. Bien sûr. Donc, ça, c'est un des premiers impacts, on va dire, qu'on ne nous attribuerait pas parce que c'est normal. Bon, enfin, qu'on ne m'attribuerait pas parce que c'est normal. Tu as fait quelque chose et les gens essayent d'atteindre ce niveau-là. Mais derrière, effectivement, le point avec tout ce que je discutais, c'est vraiment bouche à oreille. J'ai fait un site, j'ai un pote pour qui je dis je fais un site internet, il me dit ok, allons, faisons-le. Niveau budget, c'est un ton ami, tu vas pas vouloir le facturer comme une institution en plus. Voilà. Mais à l'époque, le budget, les gens le trouvaient énorme. Bah 350 000, j'imagine, c'est pour ça que je fais la question. 350, 500 000, on me disait, c'était trop, mais aujourd'hui, je fais pas un site, ce que je faisais à l'époque, mon équipe le fait pas à moins de 2 millions. Bah bien sûr, bien sûr. Parce que le niveau d'exigence que ça requiert aujourd'hui, il est très challengeant. Donc, en fait, pour pouvoir délivrer avec notre niveau d'exigence, on descend pas en dessous d'un certain prix. Donc oui, le prix était un challenge à l'époque. Convaincre les gens, moins, parce que ce que je faisais, c'est que quand je commence à discuter, je fais ma petite maquette. Je dis, voici à quoi. Et puis tu avais des références aussi. Voilà. Voici à quoi ça pourrait ressembler. Et généralement, les gens se disaient, ah ouais, c'est intéressant par rapport à ce que je vois à côté. Donc, effectivement, je peux partir avec toi. Je veux bien rebondir là-dessus rapidement parce que je répète assez souvent aux gens à qui veulent l'entendre qu'il faut montrer au client ce que tu lui promets. Et ce n'est pas que dans la tech, c'est partout. Dans l'agroalimentaire, moi j'ai officié très longtemps, on fait des dégustations, c'est pas nous qui avons inventé ça, c'est vieux, hein, depuis la nuit des temps on le fait. Tiens, goûte. Ah, t'as goûté, ça te plaît? Ah, tu veux pas en acheter? Il y a une réduction aujourd'hui. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui n'ont pas saisi l'impact de tout ce qui peut être, même pas prototypage, c'est-à-dire tout ce qui est action commerciale, tout ce qui est approche marketing, montrer, donner, offrir, donner envie d'eux. Et malheureusement, ça joue sur beaucoup de gens. Je vais nuancer, enfin, je vais apporter un éclairage là-dessus. Quand tu as tes débuts, forcément tu fais ça. Bien sûr, oui, c'est après, évidemment. Parce que, en fait, on te connaît pas assez, t'as pas assez de références. Mais c'est ça. Donc, effectivement, tu vas dire, je design. Exact. Dans la digitalisation, soit tu as développé un produit, et à ce moment-là, tu peux faire du freemium. Tu dis, je te laisse utiliser 15 jours pour découvrir. Bien sûr. Soit tu es toujours dans le service, et dans le service, c'est difficile de monopoliser du temps, donc de l'argent. Absolument, je suis d'accord. Montrer à quelqu'un ce que tu sais faire. Je suis d'accord. Au début, forcément, tu le fais. Je suis d'accord. Mais au fur et à mesure, tu ne le fais plus. C'est ton track record. C'est la manière, exact. La manière dont tu présentes ton activité qui font qu'on va partir avec toi. Absolument, je suis totalement d'accord. Début, oui. Après, comme tu l'as dit, dans le service, là, on vend du temps. On vend son temps. On peut pas être tout le temps en train de faire, mais il faut un portfolio pour ceux qui sont dans le domaine, qui peuvent l'avoir. Parfois, il y a des gens qui ont de très belles créations. Moi, j'ai déjà connu des graphistes comme ça, qui n'avaient pas de portfolio. J'ai dit, c'est pas possible. Il te suffit de faire même si c'est un PDF, avec toutes tes belles réalisations, mets-le en ligne, envoie un lien, mets un QR code. Donc, il faut apprendre à se vendre en montrant ce que l'on sait faire, même si c'est pas quelque chose de nouveau spécifiquement pour le client, en disant, tiens, je vous envoie le lien de mon site web, regardez ce que je sais faire. Bref, trouvez le moyen de donner envie aux gens de travailler avec vous au début et même par la suite, parce que même quand on est connu,
eh ben les concurrents ne dorment pas. Donc il faut pouvoir se maintenir. Super. Donc c'est quand même un très beau début de parcours pour Jet Solutions, c'est ça, qui est devenu Maono. En 2019, c'est devenu Maono. Qui est devenu Maono par la suite. Ok. J'allais te demander comment tu t'es imposé, mais je crois avoir eu la réponse ou une partie de la réponse, puisque tu avais une compétence qui était assez rare sur le marché en ce qui concerne l'habillage. J'appelle ça comme ça, mais évidemment c'est beaucoup plus compliqué. Hein. Tout ce qui est aspect visuel et graphique. Donc ça t'a permis d'avoir un positionnement particulier. Tu as vu l'écosystème togolais et africain, je suppose, évoluer au niveau digital. Au moins Afrique francophone subsaharienne. Là. Comment est-ce que tu analyses sur les 10 dernières années, enfin, la décennie écoulée là, les changements et les mutations qu'il y a eu de façon globale? Est-ce que, parce que évidemment, on va dire, oui, ça évolue partout, ça peut pas stagner. Mais est-ce que, selon toi, ça va assez vite? Moi, j'ai toujours la sensation, sans être un spécialiste du domaine, mais j'ai quand même des activités périphériques, j'ai la sensation qu'on n'avance pas aussi vite qu'il le faudrait quand je vois comment l'intelligence artificielle est venue nous mettre une claque. Lorsque ça a explosé au niveau de l'IA, par exemple, ça a explosé selon nous, grand public. Mais les gens préparaient la révolution. Il y a des nations qui préparaient cette révolution, qui savaient que ça allait arriver. Aux États-Unis et en Chine aujourd'hui, les décrets ont été signés pour que, je crois, à la maternelle ou au primaire, on commence à donner des cours. Nous, au niveau des politiques globales, mais des acteurs, j'ai l'impression qu'on attend toujours que les vagues arrivent et on n'est pas submergé, mais on essaye de prendre le pli. Quel est ton avis là-dessus? L'évolution, l'adaptabilité et le leadership de notre zone là. Alors, je pense que cette question, ça pourrait faire un débat. Quand je prends l'évolution, je vais partir du design. Pourquoi le design? Parce que aujourd'hui, en fait, le gap entre mes concurrents et moi, il est considérablement réduit parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de UX, UI designers sur le marché qu'il y en avait. Alors moi, quand je suis sorti d'école, on en parlait même pas, on disait juste design interface. Aujourd'hui, tu as des gens qui ont fait des reconversions. Aujourd'hui, les gens sont capables d'aller apprendre sur Internet. Ils n'ont pas forcément besoin d'une école. Bien sûr. D'ailleurs, des outils. Voilà. Moi, les premiers designs UI que je faisais, c'était sur Illustrator, puis sont venus Basalmic Mockup, sont venus plein de logiciels pour qu'on en arrive aujourd'hui à Figma qui est répandu. Aujourd'hui, tu as les Canva. Bien sûr. Tu as plein d'outils. En fait, moi, je dirais pas qu'on est en retard ou que les choses ne se font pas assez vite. Okay. Les groupes de personnes qui sont capables d'absorber ces nouvelles technologies et d'en faire quelque chose, je pense que ce groupe de personnes est entre guillemets à la pointe. Pourquoi je dis ça? Si on prend ce groupuscule de personnes, leur parcours, ce qu'ils font, tu vas pouvoir les mettre au même niveau que des Européens qui ont le même parcours qu'eux. Ok. La différence, une des grosses différences. Techniquement, tu veux dire? Techniquement. Ok. Parce qu'aujourd'hui, on rivalise. Je peux être ici, je fais des designs d'interface pour des sociétés. Bien sûr. Qui sont en France. Moi, je vois parfois les sites que j'ai pas signés passer sur TF1, je dis rien. Parce que bon, à la fin de la journée. C'est la sous-traitance. Tu as pris ton cash et puis la vie continue. On est capable de délivrer. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il y a tous les centres d'appel, Amazon qui sont au Togo, tu as VIPP Intersys, tu as Téléperformance, tu as plein de centres d'appel qui sont au Togo. Pourquoi? On dit le Togolais, il a peu d'accent comparé au Sénégalais, à l'Ivoirien, au Béninois, donc c'est parfait pour répondre au téléphone. Ah ça, je savais pas qu'il y avait autant de centres d'appel ici. Il y en a énormément. D'accord. Ces mêmes centres d'appel font de l'offshoring. Ils ne font pas que des centres d'appel. Ça veut dire qu'ils sont capables de prendre des marchés de développement, avoir un plateau de développeurs qui payent et qui délivrent. Tu vois un peu. Donc, Maono ou d'autres boîtes concurrentes comme à la mienne font la même chose. On fait de l'offshoring. Peut-être à moindre mesure, parce qu'on n'est pas là en train d'aller chercher les marchés avec des commerciaux en Europe pour ramener, mais beaucoup aujourd'hui de développement se font en local. D'accord. Il y a par exemple, tu vois, Orange qui est en Côte d'Ivoire,
90% de leur développement sont faits en local. Personne ne va développer le core de mobile banking en France. D'accord. Ça va se faire en Afrique. Ok. Donc, en fait, on rivalise. Peut-être qu'on n'a pas accès aux dernières technologies, à des laboratoires, à des choses comme Oui. ça pour... Au niveau de pour impulser. Très bien. Ouais. On n'a pas accès à ça. Ouais. Mais je pense que avec ce qu'on a, on arrive à rivaliser. Aujourd'hui, tu as des boîtes qui développent des solutions qui répondent parfaitement à notre besoin. Certes, elles seraient dans un autre environnement, elles l'auraient fait différemment, mais peut-être que ça répondrait pas à notre marché. Donc, faut pas voir la chose comme si on était en retard. Encore une fois, comme je disais, moi, je suis pas au cœur du digital. Je suis un acteur périphérique, mais je pense que mon avis doit être l'avis de beaucoup. C'est pour ça que je voulais entendre l'opinion de quelqu'un qui est vraiment les deux pieds joints dans la tech, plus que le digital, même, je dirais. Parce que le digital, c'est un peu global, quoi. Dans la tech, et c'est intéressant, tu vois, les centres d'appel dont tu parles. Moi, je savais pas. Tu as dit tout à l'heure que les Togolais sont d'excellents développeurs. Je ne le savais pas. Au Bénin, on a aussi de très bons développeurs. Aussi, ouais. Je sais qu'au Sénégal, apparemment, c'est un très gros hub. Tu vois, donc c'est important qu'on parle de ces choses pour que la conscience collective aussi comprenne en fait ce genre de questions. Je pose ça un peu pour titiller, Oui, pour qu'on ait des infos qui nous valorisent quelque part. Et c'est ce que tu fais. Il y a eu beaucoup d'entrepreneurs togolais qui ont développé des choses Ok. et qui, par manque peut-être de vision, d'accompagnement. Visibilité même, ouais. L'accompagnement, je dirais, non, pas forcément l'accompagnement, mais c'est peut-être quand tu développes une solution, c'est pour résoudre un problème. Quand tu résous un problème, il faut que ça puisse te permettre de gagner de l'argent pour continuer à résoudre des problèmes Bien et sûr. à vivre. Bien sûr. Sauf que parfois, la plupart ont créé des solutions parce qu'ils ont remarqué qu'il y avait une problématique, mais on n'a pas pensé à la rentabilité, par exemple. Business on n'a pas model, c'est ça. on n'a pas pensé à la scalabilité. C'est ça. Donc forcément, en fait, j'ai développé une solution, c'est waouh, c'est bien, ça résout un problème dans ma ville, mais comment je gagne de l'argent? Absolument. Voilà. Souvent, on réfléchit après. Alors qu'il faut réfléchir en amont, ok, je vais résoudre ce problème, mais comment est-ce que je vais me rémunérer? Quel est mon modèle économique? Quelles sont mes sources de revenus par rapport à ça? Absolument. Et comment est-ce que je m'assure d'agrandir en fait ma clientèle? Au Togo, on n'est que 8 millions. Tu as vite fait le tour. On a et sur les 8 millions, combien peuvent absorber ou acheter certains Exactement. Donc en produits. fait, la tech, la services. digitalisation, on ne peut mesurer son succès que par rapport à ceux qui sont capables d'utiliser. Totalement d'accord. Donc, Totalement d'accord. je suis allé à Lagos en septembre de l'année dernière. Lagos, c'est plus de 22 millions. Oui. Juste Lagos. Oui. Donc, quand tu lances une C'est le solution, Bénin et le Togo ensemble en termes de population. quand tu lances une solution à Lagos, rien qu'à Lagos, et que tu as résolu un problème, Ça peut blow. et que même si tu fais $1 par jour, Ouais, ça te fait 22 millions Ouais. potentiels. absolument. Voilà. Donc, c'est pour donner une idée. Donc, Et c'est totalement vrai. C'est un peu difficile pour nos pays parce que c'est des marchés fragmentés. exactement. Et même dans la musique, je me souviens d'un ami avec qui on faisait souvent cette remarque. On nous a dit un jour qu'un groupe qui perce à Lagos, je veux dire, il n'y a rien à voir avec un artiste qui a percé à l'échelle du Togo ou à l'échelle du Bénin. C'est-à-dire rien que Lagos. Parce que les habitudes de consommation sont différentes. Exactement. Ils consomment beaucoup, ils sont plus nombreux. Et ça, c'est des challenges que nous avons dans notre pays parce qu'à chaque fois qu'on arrive sur un nouveau marché, tu dois refaire l'effort de conquête quasiment intégralement pour pouvoir t'étendre. Donc, c'est très intéressant que tu en parles. Donc, oui, on va retenir que c'est pas la compétence qui nous manque, ça, je suis d'accord, et j'étais pas du tout parti sur ce postulat-là. Mais entre le marché, le fait de ne pas être non plus à l'origine des technologies, de ne pas y être associé ou de ne pas avoir l'environnement, parce que c'est aussi une question d'environnement, hein. La Silicon Valley, on en parle partout, c'est parce qu'à un moment donné, les gens ont voulu, il y a eu aussi de la volonté, que ce soit des hommes d'affaires ou des responsables politiques, de créer un espace qui accueille et qui se concentre là-dessus. Bon, moi, je suis très content de voir des villes comme Dakar ou Kigali qui se positionnent un peu de cette manière-là. Qu'est-ce qui manque au Togo, selon toi, pour devenir un hub comme, enfin, je dirais à Lomé, pour devenir un hub comme Dakar? Puisqu'il y a la compétence, par exemple, ça c'est clair. Qu'est-ce qui manque, à ton avis? Alors, déjà, je dirais
une densité de population. Lomé a tout le potentiel parce qu'on est déjà un hub pour Askai, par exemple. À partir de Lomé, tu accèdes à des milliers, plein de destinations. Le port aussi est bien actif. Le port aussi est bien actif. Logistique, bien sûr. On a une très bonne connexion. Aujourd'hui, je dirais que pour moi-même être passé par là, et je l'ai compris il y a peut-être 4-5 ans, c'est d'où le shifting. C'est qu'au Togo, quand on crée des solutions, on pense trop petit. On pense régler des solutions d'abord pour le Togo. Mais en fait, il faut régler la question à l'échelle de, par exemple, de l'UEMOA. C'est ça. Parce que c'est un ensemble qui partage la même monnaie. Il faut régler la question en Afrique francophone. C'est ça. Une fois qu'on a fait ça, effectivement, on a résolu un problème et on a la capacité que ça fasse du bruit parce que ça va toucher énormément de personnes. Lomé est très petit. Dès lors qu'on va penser des solutions uniquement pour Lomé ou pour le Togo, c'est normal qu'au bout d'un moment, l'initiative s'étouffe. Aujourd'hui, moi, mon positionnement, Maono, il est clair. Mon objectif, c'est d'en faire un pilier de la digitalisation, en fait, en Afrique. Super. À commencer par l'Afrique de l'Ouest, bien sûr, mais en Afrique. Maono, le nom, c'est en Swahili, c'est même pas... C'est en Swahili, ça veut dire vision. D'où le shift que tu as fait. Voilà. Donc, c'est vraiment ça le point. Et il y a beaucoup de sociétés aujourd'hui au Togo ou même au Bénin qui te diront, écoute, c'est bien ce que tu fais. Mais t'es pas encore assez gros pour qu'on te donne les marchés. Et ça, en fait, tant qu'on va continuer, nous, tech entrepreneurs, être de notre côté et à pas se mettre ensemble pour avancer, on va toujours avoir ce problème parce que quand il y a des marchés à gros enjeux, on veut chercher des structures locales qui ont la capacité d'avoir des success managers, d'avoir des tech leads, d'avoir une équipe de 20 développeurs, d'avoir une équipe de 20 formateurs. Ça commence à monter parce que en fait on a un gros besoin. Et sur le marché togolais, on n'est pas encore assez nombreux. Nous aujourd'hui on est 25. Même 25, ça paraît énorme. Mais pour certains marchés, on te dit vous êtes pas 100. C'est pas. Pourtant, toi, tu as résolu le problème. Mais c'est pas évident parce que quand les décisions se prennent dans les groupes avec des critères bien définis. Un appel d'offres, et que les informations doivent être, tu dois monter les strates et avec des éléments d'élimination. Faut cocher les cases. Quand tu n'as pas coché la case des 100 employés, même si tu as résolu la question. Bien sûr. La dernière fois, on a répondu à un appel d'offres conjointement avec une société en Côte d'Ivoire. Une société espagnole qui voulait répondre à un marché en Côte d'Ivoire. On avait résolu la chose, on avait la technologie, c'était du mapping, c'était pas mal de choses. On est allé chercher quelqu'un qui fait de l'imagerie satellite pour mettre dans notre réponse. La réponse de la société espagnole, c'était de dire oui, c'est bien. Mais en fait, vous n'avez pas l'expérience nécessaire pour nous permettre de répondre au marché. Même si, en termes de capacité de delivery, vous êtes capable et qu'on le voit clairement. Bien sûr. Vous n'avez pas l'expérience requise. Que le board exige. Que la personne qui a lancé l'appel d'offres exige. Donc forcément, à un moment donné, en fait, il faut se syndiquer, il faut travailler en consortium. Il faut à des moments accepter que je ne vais pas posséder 100% du petit gâteau, mais que je vais posséder 10% d'un gros gâteau. Et là, on touche des points qui ne concernent pas que la tech. Parce que quand tu as commencé à l'évoquer, ça m'a fait sourire et je me suis dit, ah là là, voilà ce dont je parle tout le temps avec d'autres amis entrepreneurs qui sont dans différents domaines d'activité. Ça nous ramène à la question des marchés trop petits. En fait, je pense que tout est lié. Il y a un syndrome que moi j'appelle le syndrome du champion local. Et malheureusement, nous sommes nombreux à l'avoir de façon même inconsciente. Certains arrivent à rapidement s'en affranchir, comme nous, quand on comprend après quelques galères, mais beaucoup restent dedans. Et très vite, en fait, tu deviens le numéro 1 ou un des numéros 1 de ton environnement et tu plafonnes et t'es là, tu crois que c'est bien. En réalité, dès que tu te mets à sortir, tu te rends compte que tu es numéro 1 de rien du tout. Parce qu'ailleurs, il y a beaucoup plus fort, il y a beaucoup plus performant et tu dois comprendre
que si tu veux pouvoir contourner ce problème de petit marché, il faut penser, comme tu l'as dit, Afrique minimum. Même au niveau des passerelles de paiement, on le vit tout le temps. Moi, j'ai des activités qui sont online. On galère depuis des années à avoir des paiements de l'Afrique centrale. Pendant longtemps, ça a été difficile parce que les premières passerelles qui sont arrivées, qui ont facilité beaucoup de choses dans la vie des consommateurs, ça il faut le reconnaître, mais permettaient pas d'avoir le même franc CFA. Mais comme c'est l'Afrique centrale et que les zones sont séparées, moi c'est Mac et tout, eh ben non, on peut pas payer par mobile money depuis le Cameroun, depuis le Congo. C'est des galères. Il faut trouver il faut faire des jonglages impossibles. Aujourd'hui, on se rend compte tout doucement que ça commence à être résolu parce qu'il y a des passerelles qui uniformisent un petit peu, qui permettent d'avoir de l'argent qui arrive de Guinée, du Cameroun, du Gabon, et c'est tant mieux. Donc, mettons-nous ensemble pour travailler, tu l'as bien dit, il faut se syndiquer dans tous les domaines. L'agroalimentaire, c'est pareil. Il y a plein de petites marques qui sont géniales, marques de chocolat, marques de chips, marques de ceci, mais quand tu as des clients qui font pas plus de 1000, 2000 le mois, et que tu as déjà un gros sur ton petit marché, comment tu sors alors que pour sortir, il faut dépenser peut-être 25 millions en frais d'accès au marché pour faire de la pub à Abidjan et prendre des panneaux publicitaires et que tu arrives, tu peux pas. Si on met 10 petites marques ensemble, qu'elles ont chacune un budget de 1 million pour la com et qu'elles acceptent d'avoir une marque ombrelle, elles arrivent à pouvoir arriver à Abidjan, à pouvoir arriver au Cameroun, et à s'imposer. Autrement, on va rester pardon, sur nos petits marchés, chacun va se débrouiller comme ça. Donc, c'est un appel à nous tous. On ne fustige personne, mais essayons de revoir le mindset. Et 1% de 10 milliards, c'est toujours mieux que 100% de 10 millions. Toujours. Merci beaucoup pour ce partage qui est très enrichissant, qui va toucher beaucoup de personnes. On s'achemine tout doucement vers la fin de notre échange. Je voudrais rapidement que tu nous parles quand même de Kidolé, qui est une entreprise que tu as créée, je crois, il y a 1 ou 2 années, et qui est dans le secteur de la publicité, c'est ça? Qu'est-ce que c'est exactement? C'est une nouvelle entité qui propose quoi, concrètement? Alors, Kidolé, c'est une plateforme qui permet de mettre en relation les régies publicitaires et tous ceux qui veulent faire de la pub, donc ça peut être les agences comme les annonceurs, pour un peu fluidifier en fait les process. Okay. Maono au début, donc Jet Solutions Maono, c'était des design d'interface, développement d'applications. Puis avec le temps, en fait, on a diversifié énormément. D'accord. Par opportunité, donc avec un client sur place ici, il y a eu un besoin de faire de la communication. Au début, on a externalisé, puis avec Covid, on a dû internaliser le service. Donc, on a créé un département marketing et communication qui s'occupe en fait de communiquer pour 2-3 clients sur le marché. Et d'ailleurs, même à l'international, aujourd'hui, on arrive à avoir des clients en Côte d'Ivoire, des clients au Bénin. À côté de ça, il y a l'activité de déploiement et d'intégration de RP. Et on a un gros département créa pour supporter tout ça. Donc, dans ce parcours, j'ai eu à être consultant à la création de la seconde brasserie ici, et une des demandes c'était de pouvoir leur dire quels sont les panneaux publicitaires qu'il fallait utiliser. Donc on a galéré à appeler, à avoir les infos, à mettre sur une carte interactive. Et puis je m'étais dit ça serait intéressant de digitaliser ça, de faire quelque chose avec. Donc ça c'était 2019. Le truc il est resté dans un coin de ma tête, et on a fait des campagnes publicitaires, donc affichage pour Samsonite, pour LG, pour Macari de Suisse, et les mêmes problématiques se sont répétées. Donc la même galère, pouvoir trouver le panneau disponible, repérer, bien sûr, savoir où il est, pouvoir booker facilement sans réveiller quelqu'un, etc. Donc en fait, ça a confirmé entre guillemets l'hypothèse. Donc, ce que j'ai fait en début 2022, j'ai designé les interfaces. J'ai pris une product manager qui est partie interroger avec une de mes assistantes les différents acteurs qu'on visait sur la plateforme, et on a eu entre guillemets confirmation de l'hypothèse qu'il y a un réel besoin d'avoir une plateforme moderne qui leur permette d'interagir et de pouvoir, même si on n'interagit pas, pouvoir avoir des process modernes en interne en tant que régie publicitaire d'abord et ensuite en tant qu'agence. Pour automatiser un peu les choses, quoi. Pour fluidifier. Automatiser, c'est un grand mot. Il y a encore des étapes pour. Il y a beaucoup d'acteurs manuels en fait, donc automatiser serait complexe. Donc, on parle strictement pour l'instant de publicité
pas sur des écrans digitaux, mais à imprimer et à afficher. Ok, du print, d'accord, ok. Donc, Kidole aujourd'hui a été constitué en 2024. C'est une plateforme en stade de MVP. On s'apprête à faire notre grand lancement avec abonnement, etc. Kidole, du coup, c'est une application dans laquelle, quand tu l'ouvres, tu vas avoir des panneaux publicitaires en Côte d'Ivoire, des panneaux publicitaires au Togo. L'objectif, c'est de mapper toute l'Afrique. Et de pouvoir, à partir de mon ordi, sélectionner des panneaux disponibles, parce que j'ai la disponibilité en temps réel, parce que la régie publicitaire l'utilise. Elle va mettre à jour, ok. À chaque fois qu'elle fait du booking, par exemple, aujourd'hui, la régie publicitaire, tu l'appelles pour pouvoir faire une réservation, elle va t'envoyer un fichier PDF ou un fichier Excel. Ouais, c'est ça. Il est obsolète 5 minutes après, parce que quelqu'un d'autre a booké. Et que ça n'a pas été mis à jour. Moi, mon lien, il faut qu'il te renvoie. Moi, mon lien la régie va te partager. Dès lors que quelqu'un fait un booking, le panneau disparaît de la liste. Donc c'est en temps réel. C'est en temps réel. Ok, d'accord, intéressant. Une fois que tu as mis dans ta sélection et que tu as mis dans ta campagne, tu peux faire une campagne avec 5 régies, parce que tu as sélectionné tes panneaux, peu importe la régie, et tu peux demander demander un devis. Donc ça envoie à chaque régie une demande de devis qui t'est retournée. Si tu valides le bon de commande, tu signes et tu as la possibilité de payer en ligne ta réservation de panneaux publicitaires. C'est intéressant, ça. Bien entendu, il faut pas que les montants soient hyper gros. Oui. Parce que on a des campagnes à 150 panneaux, 300 panneaux. À ce moment-là, bien sûr, on te met l'option virement, tu apportes la preuve de virement. Évidemment. Et généralement, quand ça se passe comme ça, c'est que ça passe par une agence qui, elle, reçoit les sous et fera le paiement après. Et donc, ça veut dire que l'agence est en partenariat avec les régies. Absolument. Donc, absolument. Cette plateforme, aujourd'hui, c'est la recherche, le booking et la mesure d'audience. La mesure d'audience, en fait, c'est un élément super important parce que il y a dans la publicité out of home une problématique, c'est que les Vlisco, tous les gros annonceurs se disent on n'arrive pas à mesurer en fait combien de personnes ont touché. C'est un gros problème. Voilà. Donc aujourd'hui, on a développé un algorithme qui permet en fait de mesurer une audience approximative dans un rayon peut-être de 50 ou 100 mètres d'un panneau. Avec la donnée de Google, on a développé notre algorithme. En fonction du trafic? En fonction du trafic. D'accord. Et aussi, c'est souvent les devices qui sont autour. Oui, voilà. Donc, ça, c'est la première étape. La deuxième étape qu'on est en train de préparer, plus ou moins, on va dire, c'était à 50% près, c'est faire de la computer vision. On est avec un docteur togolais qui vit en France, qui a fait une étude avec étudier les comportements de moutons avec la computer vision. Donc on veut porter ça à dire on veut pouvoir compter le nombre de voitures avec une caméra qui est posée sur le panneau. Petite caméra, ça doit pas être plus gros qu'un téléphone, un gros téléphone. Compter le nombre de voitures, compter le nombre de personnes qui sont passées, combien se sont arrêtés, ont levé la tête, combien de temps ils ont passé à regarder. Et l'un des trucs géniaux qui serait bien à faire, c'est étudier les émotions. Quelle émotion a suscité en fait ça, ce serait génial de voir cette publicité-là. Ce sont des choses qui existent déjà, mais en réalité qui ne sont pas sur nos marchés. Ils ne sont pas déployés ici, oui, c'est ça. Et la problématique, c'est que ceux qui possèdent cette technologie sont marginaux en fait dans les marchés. Ils sont pas, par exemple, au Togo. Ils estiment que nos marchés sont petits aussi. Oui, mais non, mais en Côte d'Ivoire, par exemple, ils sont dans les aéroports, ils ont envie de se déployer, ils sont dans plein de pays. Mais en fait, ils sont marginaux sur le marché. En Côte d'Ivoire, par exemple, il y a plus de 150 régies publicitaires. Et donc, en Côte d'Ivoire, on a réussi à faire un breakthrough en Côte d'Ivoire. On a enrôlé 4 régies qui sont parmi les top 10. Malheureusement, la Côte d'Ivoire, en ce moment, c'était un peu touchy parce qu'ils avaient une petite crise avec le Conseil supérieur de la publicité qui abattait les panneaux. Bon, on y retourne régulièrement pour voir si on peut refaire des activités. Parce que la Côte d'Ivoire était un de nos marchés pilotes, Togo, Côte d'Ivoire. Et donc, d'ici la rentrée, il va falloir que absolument on lance nos activités. Mais en attendant, on se rabat sur le Bénin. Donc en juillet, super. Ouais, c'est très dynamique aussi le marché. Il y a moins de régies publicitaires. Il y a moins de régies. Mais ça bouge. C'est quand même intéressant. Ouais. Donc voilà un peu Kidole. C'est une superbe initiative. Je te souhaite beaucoup de succès parce que ça va résoudre pas mal de problèmes. Moi, j'ai été dans la com longtemps de façon active, comme pub. J'y suis toujours un peu. Et j'observe, on a besoin de ce genre d'éléments puisque les mesures d'audience n'existant pas, il y a aussi beaucoup
beaucoup de facturation fantaisiste. On paye pour des panneaux, pour des pages de pub dans des magazines, on sait pas pourquoi, on te dit j'ai X milliers de lecteurs, ouais, on l'a dit comme ça. Il n'y a pas l'imprimerie qui doit certifier le nombre de documents sortis de presse, donc c'est même pas qu'au niveau des panneaux, c'est pour dire l'ensemble de ce qui est publicitaire a besoin d'être régulé, et ça nous permet aussi de ne pas être pris au collet par une ou deux régies. Parce que quand tu contactes une régie aujourd'hui, tu veux des panneaux, tu en veux peut-être 10, elle fait tout pour te refourguer les panneaux qu'elle a, elle, en direct. Et quand elle doit t'envoyer chez une autre régie partenaire, comme c'est une commission qu'elle a, c'est son second choix. Alors qu'avec votre solution, quand elle sera optimisée, et qu'elle sera vraiment complètement aboutie, on peut décider d'avoir des panneaux selon notre intérêt, même si c'est splitté en 3 ou 4 régies. Et là, c'est l'annonceur, en fait, qui en bénéficie. Je dirais pas le plus, parce que les régies vont se faire leur cash, mais ça va permettre d'avoir plus de pertinence et donc plus de ventes, de meilleurs résultats sur les campagnes. Les agences de com vont être plus sollicitées. Tout le monde gagne. Les consommateurs vont voir des choses qui leur parlent. Au lieu d'être dans des zones, comme disait quelqu'un, tu mets une publicité pour une voiture de luxe devant l'université. Moi, j'ai vu ça une fois, de service de com d'une banque, et ils se plaignaient après, ils voulaient pas faire de pub chez nous parce que l'année d'avant, c'était en 2014, ils avaient mis des panneaux devant l'université c'était pas des voitures, mais je crois des poids à terme, des trucs comme ça. J'ai dit, excusez-moi, mais je vais vous dire quelque chose. Ça va peut-être vous vexer, mais quand même. Donc voilà, je pense que tout le monde va en bénéficier. Ouais. Super projet, plein succès à Kidolé. Merci. Et à Maono dans ses velléités d'expansion également. Pour finir, je vais te demander de bien vouloir partager quelques conseils. Tu es un entrepreneur qui est sur tous les fronts, parce que tu as plusieurs entreprises, tu es consultant, etc. Je suis multipotentiel, je sais comment est-ce que ça peut pomper. J'imagine que c'est pas toujours simple. Donc, je voudrais que tu puisses partager 3 conseils, d'accord, avec des personnes qui veulent se lancer dans le business ou qui sont déjà dans le business et qui ont peut-être des difficultés ou une baisse de régime. Parfois, ça peut survenir après 5-10 ans. Hein. Comment est-ce que tu considères qu'on peut garder la motivation active au point même de multiplier les initiatives comme tu le fais? Quels sont les secrets d'Edem? Qu'est-ce que tu pourrais partager avec les uns et les autres? Bon, est-ce que c'est des secrets? C'est des choses qui sont sur Internet, hein. Ouais, mais tout le monde pratique pas. Chacun a sa petite touche, hein. Tout le monde ne fait pas le foufou de la même manière. Ou la sauce qui accompagne le foufou. un des éléments qui, je pense, a créé le déclic en moi, je pense que ça devait être 2010-2011, c'est quelques vidéos de Eric Thomas. Ah, il est génial, ça. The Hip Hop Preacher. C'est if you want to succeed as bad as you want to breathe, then you'll be successful. Yeah. Donc, en fait, le succès doit être une obsession. Pas une obsession au point de ne pas endormir ou quoi, mais ça doit être en fait quelque chose qui, tant que je l'ai pas réalisé, en fait, il faut pas que je peux avoir des temps où je suis mou, que j'ai pas d'énergie. Bien sûr. Mais en fait, il faut savoir trouver ce qui nous recharge. Moi, pendant longtemps, quand j'étais en France, j'allais voir de la famille à moi, une petite cousine. Je sais que pendant les temps où j'étais down, j'allais là-bas, on rigolait, on regardait ces trucs. Et ça me rechargeait, ça me permettait de repartir. J'avais le basket aussi. Donc, je jouais en compétition. Donc, c'est quelque chose qui me drivait, qui me permettait d'être à fond. Il faut dire que pendant un moment, en tant qu'étudiant, je faisais cours, livraison, entraînement de basket. Donc, 7 jours sur 7, j'étais actif. Ah ouais. Donc, en fait, pour moi, aujourd'hui, mon corps est habitué à être à 100% tout le temps. Ce régime-là, il le connaît déjà. Voilà. Sachant que le basket, j'en fais beaucoup moins. Donc, ça, c'est transvasé dans le boulot. Aujourd'hui, il y a les enfants. Mais en fait, comme dirait mon associé, je suis tombé dans la marmite. Je sais pas comment. Mais dans tous les cas, il y a une chose aujourd'hui, depuis que j'ai créé Kidolé, je dis que Kidolé ne doit pas être un fantôme le jour de ma mort à mon chevet. Je dois lui donner l'essence. Très bien. Et donc, pouvoir avoir la capacité de garder en tête que ce truc qui doit sortir, je dois le faire sortir, c'est quelque chose qui est dans mon ADN. Je ne peux pas ne pas le sortir parce qu'à un moment donné, en fait, je le regretterai. Absolument. La facture du regret, de la peur est plus importante que la facture de l'échec.
J'ai pas peur d'échouer. Et en Afrique francophone, on nous apprend que l'échec n'est pas possible. En fait, alors que il faut échouer pour pouvoir avancer. Forcément. J'ai repris la 6e, j'ai repris la terminale, j'ai pas réussi mon année prépa, j'ai pas mon master 2. Ce n'est pas. Et pourtant, tu avances, tu as créé des boîtes qui marchent, tu fais du cash et tu continues ton chemin. Ce n'est pas l'échec, en fait, c'est quelque chose qui nous apprend. Bien sûr. Des leçons qui nous serviront pour demain. C'est pas pour rien que quand on démarre sa vie en tant qu'adolescent, on a des chagrins d'amour, on apprend. C'est ça. Et ensuite, on arrive à trouver l'équilibre, à tout gérer, mais c'est ça. Donc, en fait, l'échec, en fait, on doit l'accepter. On doit l'accepter. D'ailleurs, si tu veux lever des fonds aujourd'hui, très peu de venture capitalistes ou très peu de business angels te donneront de l'argent si tu n'as jamais échoué. Bien sûr. Si tu as échoué, que tu publies que tu as échoué, ils viendront te dire prends mon argent. Exactement. Et ça, c'est tellement important ce que tu dis. C'est tellement important. L'Afrique francophone aux États-Unis, pardon de te couper, mais c'est juste pour insister là-dessus. J'ai assisté à une soirée qu'ils appelaient Failure Night. On était dans l'Oklahoma pour le programme Mandela Washington Fellowship et les quelques francophones qu'il y avait dans la cohorte, parce que c'était majoritairement des Kenyans, des Nigériens, etc., des anglophones, étaient choqués parce que nous, c'est pas dans notre ADN de voir les gens viennent célébrer. C'est une soirée où les gens se retrouvent, des entrepreneurs successful ou pas, et ils viennent, même des gens qui ont quitté l'entrepreneuriat, qui sont retournés dans le salariat, et ils viennent parler de leur parcours entrepreneurial. Passer au présent en disant « Oh, moi, j'avais fait ça, c'était une vraie catastrophe. » Et les gens rigolent, mais toute la soirée, on rigole et on se construit. Et on apprend des échecs des autres pour ne pas les répéter. Donc, à défaut de célébrer l'échec, il faut qu'on comprenne que c'est vraiment une alliée. Et je suis vraiment content que ça fasse partie de ta liste des 3 conseils. C'est ça, c'est super important. Deuxième conseil, je dirais, il faut trouver le moyen d'aimer ce qu'on fait. Parce que moi, j'ai pas l'impression de travailler. J'ai l'impression de faire ce que j'aime, tout simplement. Donc, je me lève le matin, je me pose pas de questions. Si tu m'appelles à 3 heures du matin, tu me dis j'ai besoin de toi pour faire ci. Si je suis en capacité de le faire, je vais le faire. Voilà. Donc, il faut aimer ce qu'on fait. Faut pas... Bien vrai que parfois on va être dans une situation où on n'aime pas ce qu'on fait. Bien sûr. Mais du coup, il faut se rappeler pourquoi est-ce que je le fais. Je n'aime pas, mais je le fais parce que ça va me permettre d'aller faire ce que je veux faire Absolument. après. Donc, faut garder en tête sa vision si on en a. Ouais. Et je dirais le dernier conseil, c'est qu'il faut avoir confiance en l'univers, en Dieu. C'est ça. Moi, j'ai souvent tendance à dire, j'ai pas forcément besoin d'aller à l'église demander. Dieu m'a déjà donné, l'univers a déjà mis tout ce qu'il faut à ma disposition. Il ne tient qu'à moi de prendre et d'en faire quelque chose. Donc, si je retourne en arrière à mon bac, j'arrive en France, je sais fondamentalement que je vais faire des choses. Je sais pas quoi, mais je ne suis jamais bloqué à un endroit ou à un moment T de ma vie en disant je sais pas ce que j'ai à faire. Pourquoi je sais pas ce que j'ai à faire? On s'en fout de ça pour moi. Pour moi, on s'en fout de ne pas savoir aujourd'hui. Il faut mettre un pas devant l'autre. Et au fur et à mesure, le brouillard va s'écarter. Absolument. Pour laisser place à quelque chose qu'on va arriver à voir clairement et dont on se rendra compte que tout notre parcours nous a préparés pour ce moment-là. Ma vie est pleine d'éléments comme ça, où il s'est passé des choses dans ma vie, je savais pas pourquoi. Mais au final, en fait, ça m'a juste préparé pour demain. Donc il faut vraiment avoir confiance. Les Américains disent trust the process. J'allais dire exactement la même chose. Trust the process. Trust the universe. Trust God. Si vous allez prier tous les jours, Dieu ne vous oubliera pas si vous réduisez pour aller charbonner. Absolument. Parce qu'en fait, à la fin de la journée, Dieu est dans l'air qu'on respire, Dieu est dans la nourriture qu'on mange. Et donc, le fait... Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, tu sais, Edem, tout le monde n'a pas la même vocation, tout le monde n'a pas la même mission attribuée par Dieu. Ce que tu fais avec ton entreprise, c'est ta mission que Dieu t'a confiée. Donc, en fait, on ne devrait pas t'en vouloir, par exemple, de dire tu ne vas pas à l'église tous les dimanches, tu vas pas prier, tu vas pas faire ci. Absolument. Enfin, j'ai mon cheminement
mon rapport à Dieu qui est unique et qui me permet d'avancer. Je ne vois pas tous les entrepreneurs à succès passer leur temps à l'église. Je suis tellement d'accord avec toi. Et toi. malheureusement, en fait, on a tendance à passer notre temps en fait à l'église, pensant que c'est surtout en Afrique. Surtout en pensant que c'est ça qui va être le déclencheur. Je donne un exemple. Steph Curry, qui est un fervent croyant, je ne pense pas qu'il ait le temps d'aller tout le temps à l'église. Peut-être quand il se réveille, il va faire sa prière. C'est ça. Voilà. Et puis dans son comportement au quotidien, il essaye à sa façon, selon ses convictions, d'incarner sa croyance et sa conception de la vie. C'est un fléau que nous avons sur le continent. Et qu'il faut, c'est-à-dire cet extrémisme-là, il faut qu'on arrive à le modérer, parce que il faut qu'on arrive à changer en fait notre manière de vivre notre relation avec la Dieu. foi. C'est ça. Elle est un peu trop, elle est un peu trop passionnelle. C'est difficile de raisonner quand c'est passionnel. C'est très passionnel et moi j'ai l'habitude de, pour compléter ce que tu dis, j'ai l'habitude de dire que nous aimons nous complaire dans la déresponsabilisation en Afrique. C'est-à-dire que on met beaucoup de choses et de torts, surtout sur les causes extérieures. C'est Dieu. Parce que si tu estimes que le Dieu que tu pries, il faut que tu ailles t'agenouiller du matin au soir pour qu'il te donne, tu n'as pas suffisamment confiance en toi. Donc Dieu ne t'a pas équipé. Quelque part, c'est qu'il t'a pas suffisamment équipé pour que tu lui fasses appel, mais en travaillant. Pour moi, la foi, c'est l'action. La prière, c'est le travail. Bien sûr, il faut après le comportement et chacun a après sa recette. Mais si c'est toujours Dieu qu'on accuse, le gouvernement, quel que soit le pays, les parents, la grand-mère qui est au village, et j'en passe, les amis qui nous ont trahis, etc. Il y a cette façon d'être dans le calimérisme permanent, moi, qui me pose un problème, et c'est une question de mindset qu'on doit changer. Je pense que chacun à notre petit niveau, si notre petit cercle, on arrive déjà à l'influencer un peu, on peut changer une personne sur 1000. C'est pas grave. Elle, peut-être, pourra changer 1000 personnes sur 2000. Et il faut que ça change, il faut que ça change, il faut que ça change, il faut que ça change. Chacun a une mission, tu l'as dit. Pour accomplir cette mission, il faut travailler. Réciter des versets, c'est une bonne chose. Ne réciter que des versets, c'est un problème. Si tu ne fais que ça toute la journée, je suis pas sûr que Dieu t'ait envoyé ici après, pour il faut ne faire nuancer. Que ça. Je tiens à dire que beaucoup de gens, ils prient beaucoup. Ça a une grosse part d'importance dans leur vie. On sait que les gens bossent. Mais en fait, le propos ici, c'est vraiment de dire ayez confiance en Dieu, qui est déjà dans votre vie. C'est ça. Allez charbonner. Et le premier responsable de vos échecs, de votre vie, c'est vous-même. Ce n'est pas X qui a le mauvais œil sur vous. Ce n'est pas X qui est parti faire du gris-gris sur vous, du vaudou sur vous. C'est vraiment le premier responsable, c'est vous. Une fois qu'on arrive à se défaire de nos chaînes, de nos idées reçues, de tout ce qui est construit dans notre tête et qui nous empêche d'avancer, en fait, on se rend compte que il y a peu de choses qui peuvent nous bloquer. Il y a très peu de choses. Et même si demain vous êtes dans un accident de voiture, c'est pour quelque chose que vous avez été dedans. C'est ça. Je le dis parce que en avril, j'étais dans un accident de voiture et ça a ralenti mon élan. Mais drastiquement. Mais aujourd'hui, je relativise parce que je pense que sincèrement, peut-être que j'aurais fini la route, que je serais plus là. Peut-être que à ce moment-là, j'avais besoin de réaliser que je n'y suis pas encore et qu'il fallait que je descende de mon nuage. J'en sais rien. Tu ralentis. Il y a forcément un message que tu comprendras progressivement. C'est ça. Ouais. Et donc, en fait, à partir du moment où je me suis dit, c'est pour quelque chose que j'ai été dans cette situation, je relativise, je fais tout pour me reconstruire dans ma tête. Encore une fois, reposer un pied devant l'autre. Bien sûr. Parfois, moi, je sais que quand je suis dans l'émotion, je n'arrive pas à travailler, je n'arrive pas à avancer. Donc, généralement, je vais prendre le temps de vivre mes émotions pendant 2-3 jours, mais après, je les coupe. Parce que j'ai besoin de mettre un pas devant l'autre, comme un robot, et d'avancer, parce que je sais que c'est ça qui va petit à petit, entre guillemets, me permettre de m'élever par rapport à ces émotions, de les traiter et de moins en souffrir. Profond, absolument. Un échange très intéressant. En tout cas, pour moi, je prends beaucoup de plaisir. J'espère que vous aussi. Je ne sais pas si on a eu les trois. On a eu les trois?
Oui. Oui. Il y en a un. Il y en a un qui a été un peu insulté, c'est ça. Non, les trois. Rajoute un. Je l'ai sorti la dernière fois dans un échange avec un ami. Fulfillment. On m'a posé la question sur fulfillment. Et j'ai dit, fulfillment is whatever you choose to be happy with. Yeah, I do agree. Parce que beaucoup de gens se disent, je suis pas accompli, j'y arrive pas, je suis pas heureux. En fait, dans mon quotidien, il y a plein de petits événements avec lesquels je pourrais être heureux. Et en fait, je choisis de me remplir de joie, de vie avec ces petits éléments. Donc, en fait, l'accomplissement, le fait d'être heureux, c'est un choix. Je suis tellement d'accord. Quelqu'un peut me faire sourire dehors. Je peux décider aussi que il y a quelqu'un qui m'a insulté, ça m'a énervé, ça peut plomber ma journée. Mais il ne tient qu'à moi de remplir, en fait, ma positivité par des petits événements qui me rendent heureux. Parce que tu n'es pas responsable des actes et des attitudes des autres, mais tu as le pouvoir sur tes comportements et ta capacité à réagir. Exactement. Et c'est ça que nous devons garder à l'esprit. Quand tu as dit fulfillment, ça me rappelle la phrase d'un moine qui est très connu, mais j'arrive pas à garder son nom. Je sais pas pourquoi. Il est de plus en plus sur les podcasts un peu partout, mais avec une approche, tu l'as certainement vu passer, une approche très particulière. On lui a demandé récemment, are you happy? Il dit, je paraphrase, mais globalement il explique qu'il ne peut pas, que c'est difficile de le dire, parce que you're happy now. The second after that moment, you're not happy. T'es heureux là tout de suite, on t'appelle pour t'annoncer une mauvaise nouvelle. Concernant quelqu'un que tu aimes, ben tout de suite, ton état d'esprit change. C'est humain. Mais par contre, tu as le pouvoir, disait-il, ça rejoint un autre échange, de décider que tu ne vas pas te laisser complètement écrasé par cette nouvelle qui est arrivée. Ou définir par ça. C'est ça, que tu vas l'absorber, laisser passer l'orage, être peut-être triste, mais il y a un certain contentement. Se satisfaire de ce qui se passe, ça ne veut pas dire se résigner, ni ne pas être ambitieux, mais arrêter d'être dans la complainte permanente, parce que malheureusement c'est l'autre extrémité qui est souvent constatée, et je pense que ça c'est un joli message, encore une fois, pour chacun de nous, du développement personnel et un peu de philosophie, parce que les deux se rejoignent, et c'est dans la manière dont on décide de vivre sa vie que finalement l'univers aussi nous répond. Si tu es dans la gratitude de façon régulière, les gens me disent ouais Régis, tu parles beaucoup de gratitude. Je dis ben écoute, si tu as des enfants, tu vas comprendre ce que je te dis. Est-ce que si tu as un enfant à qui tu ramènes un bonbon, il te dit un merci, à peine, parce qu'il voulait peut-être autre chose. Le lendemain, tu lui ramènes un bonbon, il te dit pas merci. 3 jours plus tard, tu lui ramènes encore un truc ou même un petit biscuit et il est pas content. Tu penses que le 4e jour, tu vas lui ramener quelque chose? Personnellement, c'est pas sûr. Et chacun a son degré de tolérance, mais à un moment donné, ton seuil va être franchi. S'il ne change pas d'habitude, tu vas peut-être pas faire la guerre, mais tu n'auras plus de plaisir à lui donner. Si tu passes ton temps à te plaindre par rapport aux événements qui arrivent, comment veux-tu avoir des événements positifs qui te sont déversés? Même si vous ne croyez pas en tout ce qui peut être loi de l'attraction, du fait qu'on soit un miroir, etc., que nous sommes vibrations et fréquences, même d'un point de vue logique, on peut l'expliquer simplement. Si tu n'es pas aligné, tu vas attirer des événements d'une certaine nature. Et encore quelque chose qui aurait pu être un débat entier. Oui, c'est ça. Et je pense on refera, je pense qu'on a pas mal de points de convergence sur certaines thématiques. On refera peut-être un échange avec 2-3 personnes sur ces sujets-là. Vous savez que j'en parle beaucoup sur la chaîne, dans mes livres, dans les conférences, et c'est très très important. On aurait pu garder Edem pendant des heures à parler, mais évidemment, il faut qu'il aille continuer à faire du cash, hein, et moi aussi, et vous aussi, vous qui suivez cette émission. Et donc, Edem, merci beaucoup. Merci Régis. Merci d'être venu partager avec nous ta vision des choses, ton parcours. Je suis certain que beaucoup de gens en sortiront galvanisés. C'est le but, c'est ce que nous espérons en tout cas. Et pour finir, en reprenant une partie de ce qu'il a dit, on a parlé de la déresponsabilisation. Comme je dis dans le morceau aujourd'hui de l'album de développement personnel Soyons Rock, que vous pouvez écouter sur les plateformes, vous pouvez streamer, personne n'est responsable de ta chute et tes faux pas. Ne donne à personne le pouvoir de contrôler tes peurs. Parce qu'à partir du moment où tu donnes cette puissance à quelqu'un en pensant que ton sort dépend de X ou de Y, tu lui as donné du pouvoir sur ta vie. Donc, personne n'est responsable de ta chute et tes faux pas. Ne donne à personne le pouvoir de contrôler tes peurs.
Personne n'est jamais sorti de la vie sans co-car. Ne donne à personne toute ta confiance, tout ton cœur. Personne ne pariait au départ sur le co-car. Mais Pemberton l'a fait en suivant la voie de son cœur. Personne n'écrit de ton existence le scénar. Tu en es auteur, réalisateur et acteur. Évidemment, le producteur, c'est le big boss, hein. C'est lui qui a donné les moyens. Mais tu es l'auteur, le réalisateur et l'acteur. Voilà. C'est sur ces mots que je vous dis un dernier merci. Si ça vous a plu, mettez un petit like. Ça permet à l'algorithme, hein, le tout puissant algorithme, de recommander des vidéos propulsives de ce genre au maximum de personnes. Et ça nous encourage à continuer à diffuser ce genre de contenu aussi. Et partager. Parce que les bonnes choses ne se gardent pas uniquement pour soi. Il faut toucher d'autres personnes qui ont peut-être besoin d'entendre quelque chose que nous avons dit aujourd'hui. En attendant qu'on se retrouve pour un nouveau numéro, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons. Soyons rock!